On va peut-être commencer par se présenter. Mathias, qu'est-ce que tu en penses? Non, je sais pas. Bon, bonjour, je m'appelle Mathias de la Volte. Et moi, je suis Naël Ashkar, l'esclave de Mathias, toujours à la Volte. J'avais pas le choix, je savais qu'elle voulait le dire. Et aujourd'hui, on est venu avec un invité très très spécial, qui est Palmi Hareka. Et Palmi Hareka a vraiment tenu à être présent aujourd'hui avec nous pour la présentation du roman de Lucie Heder, qui est son gros coup de cœur de la rentrée. D'autant qu'aujourd'hui, on va parler le langage des plantes. Alors, je veux préciser, on est effectivement 4 à la Volte et il y a Louis qui est dans la salle. Et effectivement, c'est la plante de la Volte qui a lu presque tous les livres, mais qu'on n'avait pas encore présenté au libraire. On va vous parler de la grande verdure et je vais planter un peu le cadre pour vous. Donc, on comprend qu'on est dans un futur proche et qu'il y a eu des événements un peu difficiles. Et on suit en fait les rescapés de cet événement. Des rescapés qui ont fondé une communauté sur les hauteurs d'une ville, une communauté qu'ils ont appelée la Grande Verdure. Alors, les membres de cette communauté, on comprend que ça a été très très compliqué et qu'ils sont un peu beaucoup traumatisés. On comprend aussi rapidement que la terre est empoisonnée puisqu'ils ont mis en place un système de jardins suspendus leur permettant d'assurer leur subsistance. Et cette communauté essaye de se reconstruire tant bien que mal. Pour se reconstruire, cette communauté, elle a mis plein de règles en place. Bien sûr, elle est dans un équilibre précaire, tout est très fragile. Et elle s'est organisée en logis. Chaque membre de la Grande Verdure est assigné à un logis selon le rôle qu'il occupe dans la communauté. Les cactus, par exemple, vont assurer la gestion de l'eau. Les consoudes vont soigner les membres de la communauté. Les lierres, eux, ils vont se charger de l'exploration, ils vont partir en éclaireur afin de trouver des choses qui pourraient servir à la communauté, mais aussi s'assurer qu'il n'y a pas d'intrus qui rôdent et qui viendraient les mettre en danger. Et plus encore, en fait, pour préserver le fragile équilibre de cette communauté, ces membres ne peuvent s'exprimer qu'à travers des plantes. En fait, pour aborder des sujets, il faut que la plante qui correspond à l'émotion qui va être exprimée soit présente. Donc, les membres, par exemple, vont apporter des pots de fleurs ou des plantes qu'ils vont laisser dans la nuit devant le logis de la personne à qui elles veulent parler. Et on va avoir une espèce de grand conseil où on va mettre tout à plat. Je vais donner un exemple très, très pragmatique. On est dans la Grande Verdure. Je suis très, très, très en colère contre Mathias, parce que Mathias n'a pas l'imprimé de la traduction du deuxième livre qu'on va vous présenter. En temps normal, je renverse la table, je lui crie dessus, je tape du poing, je lui dis « Mathias, c'est vraiment pas possible de faire ça à la réunion de présentation de rentrée littéraire. » Mais je suis dans la Grande Verdure, donc je n'ai pas le droit de crier, je ne peux pas renverser la table. Faut qu'on se discute posément. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller toquer chez Mathias, je vais lui laisser un joli pot de zinnia rouge qui va exprimer ma volonté de rupture, mon mécontentement, et le lendemain, on fera grand conseil, on pourra en parler. Mathias, de son côté, lui, il n'a pas envie que je me taille, il n'a pas envie que je sois énervé, donc il va ramener des pots de cosmos pour pouvoir m'apaiser, pour me dire non, Naï, il faut que tu aies confiance, ça va aller. Tout est très très policé, c'est compliqué d'exprimer une émotion. Et on arrive au début de ce roman, et on suit un personnage qui s'appelle Lierre Elix, donc c'est une éclaireuse, elle vient de la maison de Julière, et elle en a marre de tout ce cirque. Elle a envie de pouvoir s'exprimer, elle a plein de dissensions en fait avec sa communauté, mais elle n'a pas envie de faire ce cirque, de ramener des zinnias rouges et de parler des raisons de ce mécontentement, elle a envie de renverser la table. Et comme c'est impossible, elle se taille. Elle se casse. Elle se casse, elle explore la ville, elle cherche des moyens de survivre toute seule et elle va faire une rencontre. Elle va rencontrer Sable. Sable, c'est les antipodes de la Grande Verdure. C'est quelqu'un qui est très libre, c'est quelqu'un qui déborde d'émotions. Elle pleure, elle crie, elle touche, elle part dans des grands éclats de rire. Elle se nourrit de la terre, elle n'a pas peur de la terre empoisonnée, et en fait, elle montre à Lierre qu'autre chose est possible. Et son existence même
va aller jusqu'à mettre à mal toutes les croyances et toutes les règles qui régissent la grande verdure. Et même cette existence va risquer justement l'éclatement de la communauté. Alors pourquoi ce texte? Moi, c'est un texte que j'ai beaucoup aimé. Notamment, il m'a évoqué en fait le plaisir de lecture que j'ai eu quand j'ai lu Tabor de Phoebe Hadjimarkos Clarke ou bien Le Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. J'ai trouvé beaucoup d'affinités justement avec ces deux textes et ça m'y a fait beaucoup penser. Elle a une puissance d'évocation énorme, une écriture très sensuelle, très poétique, mais sans jamais être absconce pour le coup. Et je pourrais peut-être passer la parole à Mathias pour qu'il présente Lucie. Cependant, je voudrais dire aussi que pour moi, c'est un roman qui aborde deux thématiques. La première, c'est dans un système qu'on a appelé de tous nos voeux. Qu'est-ce qu'on fait des individus qui ne sont pas d'accord avec nous sans sombrer dans une idéologie totalitaire? Ça, c'est la première question. La deuxième question que ça pose, et c'est une question qui, à mon sens, est universelle et qui nous concerne tous et toutes, c'est comment on entre en relation avec les autres, quelle est la place de nos émotions en fait, dans ce rapport avec les autres, et comment on fait pour vivre ensemble sans se fondre dans l'autre ou au contraire le fuir. Et c'est ce que le personnage va essayer de chercher dans ce roman. Mathias, peut-être quelques mots ? Oui, plusieurs. Oui, émotion, donc... Moi, j'ai été touché par l'émotion. Je me dis qu'on publie de plus en plus de livres où ce sont des personnes qui sont en colère. Mais quand tu cites Tabor et quand viendra le temps du feu, moi, je trouve que c'est... Enfin, là, on a parlé de colère, on a parlé de dysfonctionnement, mais c'est plutôt un roman apaisé. Il y a des gens en colère, il y a un chemin à trouver, il y a des fuites dans la forêt, il y a plein de choses, mais il y a d'autres rencontres. Mais on n'est pas dans quelque chose qu'il faut brûler, justement, où d'abord, je trouvais ça, moi, désespérant à la fin, puisque c'était... ils partent en courant, comme des chiens. Enfin, bon. Donc là, c'est plutôt trouver des résolutions à plusieurs, et je trouve qu'on est plutôt dans ces récits-là, ce qui est plutôt... ce que nous publions en priorité, en plus à la Volte. On n'est pas trop dans la dystopie, pour sortir les grands mots. Lucie Eder, elle est... je l'ai rencontrée de plusieurs manières, c'est toute une histoire que je ne raconterai pas, mais ici, elle est poétesse, elle est proche de plusieurs personnes que j'ai retrouvées sur des scènes queer d'ailleurs, alors par Sabrina Calvo qui est publiée à la Volte, mais il y a d'autres personnes, Héloïse Brésillon. Gorge Bataille qui avait écrit Fiévreuse plébéienne au commun. Donc elle vient de la poésie et elle a auto-publié son premier roman. Du coup, on était très embêtés. On avait très envie de dire que c'était son premier roman, mais on va dire que c'est son premier roman publié à compte d'éditeur. Voilà, je sais qu'il y a certaines personnes, même dans des prix, qui m'ont dit mais c'est pas grave, à partir du moment où c'est publié à la Volte, c'est son premier roman, mais bon voilà, évidemment on respecte l'autrice et c'est son deuxième roman. D'ailleurs, 3 libraires qui ont dû voir son roman et le vendre, puisqu'elle devait le faire en dépôt elle-même. Elle vit en Ariège et elle travaille dans des jardins, et elle est très proche aussi des plantes et du coup de ce qu'on peut appeler la nature. Et en même temps, voilà, une carrière s'ouvre de poétesse. Du coup, on a toujours ce brouillage de frontières qu'on affectionne, de frontières qu'on n'a pas posées nous-mêmes, à savoir de quel genre cela ressort-il. Eh bien, on vous laisse décider. Si ce n'était pas à la Volte, je pense que la plupart du temps, on ne le mettrait pas dans un rayon dit de science-fiction. Mais ce n'est pas du tout une complainte. On est dans un monde d'après, donc pourquoi pas le mettre en rayon science-fiction, si c'est là où on trouve des lecteurs, des lectrices, c'est à vous de décider. Sinon, c'est le rayon qui vous paraît être le plus juste. Toujours ces questions de rayon chez nous, ou de genre. Même en termes de médias, évidemment, on va mettre les bouchées doubles pour toucher d'autres personnes que les 3 gentils journalistes qui veulent bien de temps en temps faire un papier sur de la science-fiction dans les médias. Et donc, on va réussir. Et là, Mathias va vous parler du livre qu'il n'a pas encore imprimé. Et c'est la première fois qu'on a un livre prêt en septembre à cette heure-ci.
Donc c'est l'autre. Et là, dans le cas de Gog Magog de Jeff Noon, pour le coup, il n'y a pas de doute sur le rayon. Sur le genre ou le sous-genre, on s'en fiche, mais Jeff Noon fait partie de ceux qu'on adore parce qu'il mélange, il mélange tous les genres, tous les sous-genres. Il y a des clins d'œil, il y a plein de choses. Et là, autant le présenter comme de la fantaisie. On ne présente pas beaucoup de fantaisie, nous, mais finalement, on a publié un livre en juin de fantaisie de Karim Berouka. En mai. Quoi ? En mai ? En mai. Oui. Et merci. Et on l'a publié en mai, enfin, on l'a même imprimé avant mai, quoi. C'était bien. Et donc, et on a l'art du contrevent pour dire que c'est de la fantaisie. Bon, bref, sans entrer là-dedans, il s'agit d'une quête. Donc c'est clair, il s'agit d'une quête avec des personnages hors du commun sur un bateau pour atteindre une ville qui s'appelle Ludwig, qui est la capitale de ce pays. Ce qui est très fort, et dès le début c'est très fort car j'ai 20 pages traduites en français et c'est incroyable et ça me frustre d'autant pour avoir la suite, je l'ai lu en anglais bien sûr, c'est que un des personnages principaux c'est Caddy, et Caddy c'est une capitaine de bateau à moteur à la retraite. Elle est vieille, elle se sent vieille, elle a 78 ans, elle est à la retraite, et on découvrira qu'elle est beaucoup plus vieille que ça même. Et donc avoir un personnage qui peut pas courir, qui est assez sale, enfin une hygiène déplorable, boit du whisky, se roule des clopes, avec tout ce qu'elle trouve. Enfin, c'est un drôle de personnage qui parle vraiment, qui parle assez mal. C'est assez jouissif. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça. C'est assez drôle. Et donc, ce personnage à la retraite, ça commence tout de suite avec ses ablutions, enfin très sommaire, et on lui dit tout de suite, il y a 2 personnes qui te cherchent, et elle va les rencontrer très vite, et ces 2 personnes sont très particulières. C'est une petite fille de 10 ans avec des antennes, on est en fantaisie, souvenez-vous, et qui est malade, et elle est protégée par un très grand homme mécanique. Ils ont tous disparu dans ce pays. On est dans un pays juste d'après-guerre. Et ils ont tous été exterminés sauf lui. Et lui, il est là pour la protéger coûte que coûte. Et il faut absolument qu'il prenne le fleuve Nisis pour aller à Ludwig. Et elle refuse. Bon, mais comme elle n'a plus rien pour s'acheter son rhum et ses clopes, elle accepte quand il lui propose beaucoup d'argent. Et il monte sur son bateau, vieux bateau aussi, et sur ce fleuve qui est devenu de plus en plus dangereux, seule elle pour les faire passer à Ludwig. Fantaisie, très bien, avec des personnages incroyables. Ça se passe, c'est une sorte de, on dit pas road, on dit pas road trip, il faudra trouver un autre mot, river trip. Et donc il va se passer plein de choses, rencontrer d'autres personnages, des ethnies avec des caractéristiques particulières. Évidemment, l'enjeu n'est pas que de sauver, on le découvre très vite, que de sauver cette petite fille, mais l'enjeu est beaucoup plus important. On est dans un monde où on parle beaucoup de dragons, et on comprend, au début, on ne comprend pas trop que le fleuve, c'est le dragon, le pays, c'est le dragon. Alors, est-ce que c'est l'écho d'un dragon? Est-ce que c'est un ancien dragon? En tout cas, il est omniprésent, et a priori, des effluves comme des fantômes, plusieurs fantômes, commencent à obstruer la vue, l'esprit des gens, et c'est peut-être le dragon qui se réveille. Le dragon s'appellerait Gog Magog. Ce serait peut-être 2 dragons. J'en dis pas plus. Si ce n'est que pour parler encore de genre littéraire, et c'est pas le sujet, c'est quand même que c'est bon, moi ça me fait beaucoup rire, et il y a quand même beaucoup de mélange puisqu'on n'est pas du tout dans une société médiévale. Il y a un bateau à moteur, donc on est plutôt dans une société d'après-guerre, comme je l'ai dit, donc après bombardement. Donc il y a déjà plusieurs glissements, et il y a plein d'autres allusions et plein d'autres glissements qui font certainement rire les auteurs. Peut-être que j'en ai pas capté la moitié, et c'est pas grave, mais il y a un personnage qui s'appelle John Dee, par exemple, qui peut passer entre les mondes. John Dee a existé, était conseiller de la reine, j'ai vu sur Wikipédia, je ne savais pas, la reine d'Élisabeth Ier, et il est évidemment neuromancien, il est tout ce qu'on veut. Il y a comme ça plein d'allusions, ils sont 2 à l'avoir écrit. Le deuxième, avant de commencer par le premier, le deuxième, c'est Steve Bird, que je ne connaissais pas, et Steve Bird, il est psychogéographe, il est spécialiste d'héraldique, de mythes et de mythologie, donc, et d'histoire. Donc on pense que c'est vraiment ce qu'il a apporté à Jeff Noon. Jeff Noon étant un auteur qu'on publie depuis le début,
et qui saute de genre en genre, qui fait sa carrière tout seul dans son coin. Il a tout de l'auteur culte, c'est-à-dire en fait il influe des générations d'auteurs et d'autrices. Il est publié dans plein de langues, mais il n'est pas connu. On a republié il n'y a pas longtemps Wurt, qui est vraiment un de ses livres essentiels. Donc voilà, Jeff Noon, là, il commence une nouvelle carrière en détournant des codes de fantasy et en même temps, sans se moquer du tout des lecteurs et lectrices de ce fantasy. Je pense qu'ils y trouveraient leur compte. Le titre, là, on a fait plein de recherches sur Gog Magog. Gog Magog, ça veut dire plein de choses. Vous l'avez dans le Coran, dans la Bible, dans la Kabbale. Vous l'avez. C'est quoi? Oui, vous l'avez aussi. C'est aussi un des géants de la mythologie de Cornouailles qui, après s'être battu dans un roi, serait tombé dans une rivière et dont l'âme entourait la rivière. Voilà. Et là, on reboucle avec le Et fleur Gog d'Isis. Magog, souvent c'est le prince, c'est fait de l'enfer. Donc on comprend que Gog Magog, il y a quelque chose qui annonce l'enfer et le mal. Mais sinon, je pense qu'ils ont certainement plein d'autres références à Gog Magog. Voilà, donc ils s'amusent bien, ils nous amusent bien. Ça s'appelle Première chronique de Ludwig, car c'est suivi d'un autre livre. C'est une duologie, je ne sais pas comment on dit, qu'on sortira quand ce sera traduit, bien entendu, à savoir l'année prochaine. Un diptyque, c'est mieux. Avec, je l'espère, des couvertures qui se répondent. Oui, elles se répondent. Elles font un tout. Pour conclure, et comme ça, vous serez libérés même avant l'heure. Alors, on n'a pas le livre qu'on n'a pas, mais par contre, j'ai ramené quelques exemplaires de ce livre, La Grande Verdure, qui seront disponibles à l'entrée. N'hésitez pas à venir me voir. Je vous les donnerai avec grand plaisir. Et... Ah oui, tu voulais faire un... Ah, c'est ça, oui. Ah. On avait une annonce importante à vous faire. Oui, il m'a demandé de vous dire que ce week-end, c'était la fête des mères, alors dites-le avec des fleurs. Dites-le avec des fleurs. Merci.